Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Viggo Mortensen. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempête de cerveau, le deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle. Bonjour. Je suis avec Quentin encore. Bonjour. Et une nouvelle personne à la table, Clémentine. Bonjour. Et voici Jean-Loup. Bonsoir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet plus léger, même si c'est un sujet très vaste. On va parler de cinéma. Est-ce que, Isabelle, tu as des infodumps à nous donner sur le cinéma ? Oui, j'en avais noté quelques-uns, comme le fait que, par exemple, la neige qui est utilisée dans Le Magicien d'Oz de 1939, en fait, c'est de l'amiante. Super. Bon, après, à l'époque. Est-ce que les acteurs sont encore en bonne santé? Là, Et c'est ils la sont question. surtout très vieux. 1939, je suis pas sûr qu'ils soient tous en bonne santé. Alors la première question à laquelle j'avais envie de poser, c'était quels sont vos genres préférés dans le cinéma ? Ouais, c'est vaste. Je suis plutôt fantastique, science-fiction. J'aime aussi un peu les sujets un peu d'anticipation aussi. Genre un peu tout ce qui est un peu steampunk, cyberpunk, ou un peu qui font un peu réfléchir, enfin un peu philosophique. Par contre, ce que j'aime le moins, c'est un peu tout ce qui est un peu comédie française et tout, qu'on voit, genre un peu les comédies classiques, genre Bienvenue chez les Ch'tis, tout ça, je trouve ça pas très intéressant. Moi, j'aime bien un peu tout comme film, même les comédies françaises. Avant, je crois que j'aimais pas, mais j'ai appris à baisser la barre parce que franchement, c'était. Enfin, je pense qu'on met la barre trop haut par rapport à tous les films qu'on voit. Et donc, évidemment, c'est pas pareil et c'est ça qui peut changer. Mais j'aime bien un peu tout type de film et les films d'horreur ou qui stressent. Non, ça, je m'y fais pas. C'est pas mon truc. Moi, ce qui est très paradoxal avec le cinéma d'horreur, c'est que je n'en regarde pas parce que je suis une grosse flippette. Tout ce qui est gore en live action, vraiment, je peux pas. Par contre, regarder des chaînes YouTube qui parlent de cinéma d'horreur, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. T'es pas dans le film, ils prennent du recul et ils te montrent étape par étape, donc c'est pas au Pas cœur de forcément l'action. étape par étape, mais c'est surtout analyser le film parce que il y a quand même d'autres aspects au-delà de juste le gore et parfois je trouve ça assez intéressant à regarder. Oui, t'aimes bien les mécaniques de l'horreur, mais sans avoir peur, quoi. Par contre, le truc qui est marrant à regarder, c'est les nanars de films d'horreur. Parce que justement, c'est tellement mal fait que ça te fait même plus peur, quoi. Je sais pas, ouais, j'ai pas vu trop de nanars. Moi, j'aime bien les comédies, mais c'est vrai que les comédies françaises, en vrai, ça dépend. On est souvent... Oui, Il y a beaucoup de jugements sur les comédies françaises. Souvent, c'est à juste titre, parce que c'est quand même pas terrible. Mais des fois, il y en a, on les juge juste parce que c'est des comédies françaises, alors que bon, en vrai, c'est pas si mal. Parce qu'on parle des comédies françaises, mais j'ai quand même l'impression aussi que on a une mauvaise image du cinéma français en général. Alors que je pense qu'il est capable de pas mal de choses, notamment dans le domaine de l'animation. On est, je pense, dans les pays les plus réputés dans ce domaine, mais malheureusement, j'ai l'impression que les distributeurs ne laissent pas beaucoup de chance à d'autres genres que la comédie ou le drame. Pour donner un titre d'exemple, je sais pas, il y avait eu il y a pas très longtemps Le règne animal, qui est un film un peu science-fiction anticipation et que j'ai trouvé très bien fait sur énormément d'aspects. Et pareil dans l'animation, pour donner un exemple, Mars Express, qui est un film de science-fiction que j'avais adoré, mais j'ai l'impression, moi, à part Astérix, l'animation française n'intéresse pas et je trouve ça bien dommage. Bah, c'est vrai que je pense que pendant longtemps, pendant toutes les années 80-90 et même début 2000, il y a eu beaucoup de... Le seul genre qui faisait des entrées au cinéma, c'était les comédies françaises grand public. Mais je pense que ça change un peu. Je pense qu'il laisse maintenant un peu plus de place au cinéma qui n'est pas de la comédie, quoi. Mais je dis pas que c'est révolutionnaire. Mais il y a de plus en plus de films d'action français, même si c'est pas au cinéma, c'est sur des plateformes ou quoi, mais il y en a un peu plus qu'avant. Et ça commence, quoi. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au ciné ? Moi, au cinéma, c'était Daffy et Porky sauvent le monde.
Alors je sais, dit comme ça, le film ne... Mais bon, j'ai envie de dire, c'est des Looney Tunes, et le scénario, ça a toujours été... Ça part toujours dans tous les sens, mais justement, c'est ça qui fait le sel du film et des Looney Tunes en général, et c'est un peu pour ça que ça faisait un bon moment que je m'étais pas autant marrée devant une salle de cinéma. Moi, ça devait être Emilia Pérez. Après, Solo, je crois, mais bon, ça remonte il y a quelques années. C'était du Hayao Miyazaki. C'était. Comment ça s'appelle le truc Le avec. garçon et le Non, faucon, avant. le héron, les hirondelles, là. Les Non. perruches. Garçon et le héron. Les Non, perruches. non, c'était pas lui. C'était le truc avec les avions, là. Pendant la. Ah, Le vent se lève. Le vent se lève, voilà. Mais c'était il y a un petit moment quand même, parce que le film date de Oui, 2013 ça quand même. date un peu, parce qu'après, je suis pas allé au cinéma. Parce qu'en fait, j'ai du mal à y aller seul, en fait. Bon, c'est ce qui me freinait un petit peu il y a quelques années aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup aller au cinéma accompagné, notamment pour pouvoir si. débattre à la fin. Mais depuis quelques temps, je m'autorise à y aller seul, et en fait, c'est pas désagréable non plus. Donc, Enfin, puis du surtout, coup, seul, c'était Le vent se lève, et avec des gens, le dernier truc, Le Chapeauté 2. et pareil, Vraiment. ça date aussi. Moi, par contre, Ça date il y a 2 ans, je crois. 2022, je crois, mais moi, je l'ai vu sur Netflix pour le coup. Et franchement, il était bien. Franchement, Beaucoup aimé aussi. Moi, j'ai aucun problème pour y aller seul au cinéma. J'y vais même 95% du temps seul. Parce que les gens qui parlent dans une salle de ciné me rendent fou. Bah, en dans fait, ce cas, tu me détesterais. Oui. C'est vraiment le seul endroit où il ne faut pas parler, donc pas besoin d'y aller accompagné. Seul, c'est très bien. Moi, j'ai trop tendance à commenter quand je regarde quelque chose. Mais après, au cinéma, j'essaie quand même de faire attention, surtout qu'une fois, je me suis littéralement fait pourrir par des gens. C'est mais... normal. je sais pas. Mais c'est pour ça que du coup, j'essaye vraiment de faire attention. Après, je sais pas, c'est peut-être parce qu'après la séance, j'aime bien parler après la séance de ce qu'on a vu. Oui, après la séance, je comprends. Mais ça marche même si tu vois le même film que quelqu'un d'autre, même si vous le voyez pas en même temps, ça marche. Ouais, Aussi. je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'aime pas être seul dans ces situations-là. Je sais pas vraiment. Oui, non, mais je comprends. Mais socialement, il y a un truc bizarre d'aller au cinéma seul. Mais bon, on s'y fait. Non, Franchement. mais pareil, là, ça fait quelques temps que je m'autorise à y aller seul, et c'est pas... Moi, j'aime bien, au contraire, donc... Vice Versa 2 aussi, j'ai vu au cinéma. Ouais. Ah, les deux Vice Versa, je suis allée les voir seul. Bah, d'ailleurs, le premier Vice Versa, c'est le premier que j'étais allée voir seul au cinéma. Pourquoi aimez-vous regarder des films ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Ben, moi, déjà, avant tout, parce que c'est un très bon divertissement. Ça permet de faire passer le temps plus vite, ouais. Puis après, j'aime bien aussi le fait justement que moi, pour ça que je préfère aussi le cinéma plus fantastique, etc. Parce que j'aime bien, on va dire, me transporter dans une histoire de quelque chose de trop réaliste. Ça me marquera moins, etc. Mais voilà, vraiment tout simplement pour m'évader. Et puis c'est vrai que quand on regarde un film qui nous plaît, ben, on voit pas le temps passer, quoi. Moi, j'aime bien aussi pour ça permet de se divertir, mais aussi surtout et pour les émotions que ça engendre. Notamment via la musique, j'aime beaucoup les musiques de films pour ça. Ok. Genre qui? Quelle musique? Genre le gros bouh d'Hans Zimmer J'adore les gros bouts d'Hans Zimmer. quand il s'assoit sur son piano là. Ça, oui, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Déjà, moi, ce que j'aime, mais après, c'est pas que le cinéma, je dirais que c'est la fiction en général, bah, c'est tout simplement que on peut mettre en scène n'importe quelle histoire, qu'elle soit la plus fantasque à la plus réaliste, même si je trouve que l'animation permet beaucoup plus le fantasque. Après, c'est un peu pour ça que j'aime énormément l'animation. Mais comme Isabelle, moi, quand je regarde une fiction, c'est avant tout pour les émotions qu'elle procure, et ça peut être n'importe lesquelles, que ce soit la joie, la tristesse, le fait de me faire questionner
sur énormément de choses. Et très souvent, les œuvres que je préfère, c'est celles qui arrivent à me procurer plusieurs émotions à la fois. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que les émotions, c'est quelque chose que moi, qui m'interpelle quand je regarde un film. C'est que vraiment, enfin, on va dire, si je ressens rien dans un film, ouais, c'est sans plus, quoi. Alors que si je ressens quelque chose dans un film, quelque chose voilà, on va dire, qui me chamboule, etc., ben, j'arrive, on va dire, je retiens mieux le film et après, j'ai autant envie de le re-regarder plus tard. Ben ouais, mais de toute façon, le cinéma, c'est une façon de s'exprimer, c'est de Ouais. l'art, quoi. Mm. Donc l'art, c'est fait pour créer des émotions. Mm. C'est même c'est la façon de faire de l'art la plus collaborative qui existe, je pense. Parce que faire un film seul, ça se fait. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais bon, c'est quand même chaud. À peine. Quelles sont les séances cinéma qui vous ont le plus marqué? Est-ce que vous en avez, vous? Moi, je dirais, enfin, ça remonte quand j'étais en primaire. C'était quand je suis allé voir un Disney qui est d'ailleurs sous-coté. C'est l'Atlantide. Incroyable, Atlantide. Ouais, franchement, moi, ce que j'avais adoré, c'est voir genre les scènes où ils sont avec le sous-marin et tout. J'étais émerveillé. Celui-là, il fait partie de ceux qui sont des Disney un peu sous-coté. Côté, Et je sais pas, parce que bah, on on va en parle dire quand même qu'ils de plus en ils ont plus. vite passé dans. Oui, ils ont pas marqué leur époque, quoi. Oui, c'est Pas- juste qu'ils pas ont tant. bidé à leur époque, mais après, parce que j'ai quand même l'impression qu'on en parle quand même beaucoup. D'ailleurs, par exemple, enfin, il faut savoir que niveau technologique et niveau pour justement les scènes énormes là, sous l'eau et tout, c'était quelque chose qu'ils avaient. C'était un truc qu'ils faisaient pour la première fois à Disney et tout, et c'était conçu pour ça. Et j'ai trouvé justement cette technique, je l'avais trouvé meilleure parce que vraiment, ça nous donnait vraiment une idée de grandiosité et de pas vraiment c'est panoramique quoi. Vous regardez plutôt vos films ou séries en VO ou en VF? Alors moi, franchement, ça dépend déjà. Ça dépend du doublage, de l'époque du doublage. Parce que ben, moi, par exemple, je sais qu'à une certaine époque, enfin, certains doublages étaient pas ouf. Puis après, ça dépend aussi de la langue d'origine du film. Mais il y a des trucs, par exemple, si c'est dans la langue d'origine et qu'il y a des trucs vraiment qui sont, on va dire, qui sont marquants, enfin, je préfère regarder la langue d'origine. Après, par exemple, si je sais que c'est des bons doubleurs, des voix auxquelles je suis assez familière, ben, je regarderai plutôt en VF. Mais voilà, ça dépend vraiment du film en fait. Pareil, moi, ça dépend. Après, j'avoue que l'animation, j'ai un peu plus tendance à préférer la VF, parce que j'ai quand même l'impression que souvent les anglo-saxons, on voit que c'est un peu moins leur culture de le doublage. Bien sûr, il y en a, il y a eu certaines fois où je préférais la VO, mais j'ai quand même l'impression que on est plutôt dans cette tendance-là. Ben, moi, j'avoue qu'il y a un truc de nostalgie sur plein de films que beaucoup des films que j'ai vus petits, si je les revois, je peux pas les voir en VO. Je suis obligé de les revoir en VF parce que je les ai connus comme ça, quoi. Bon, même si c'est pas vraiment du cinéma, mais de l'animation, par exemple Dragon Ball, c'est vrai que l'écouter sans voir la voix de Brigitte Cordier, par exemple, ça serait pas pareil. Mais par contre, sur les nouveaux films, la majorité du temps, si je peux le voir en VO, je le verrai en VO. Mais au cinéma, c'est un peu compliqué parce que on vit un peu dans un coin paumé. Il n'y a pas énormément de cinémas qui font de la VO déjà. Il n'y a pas beaucoup de séances. Les cinémas qui font de la VO font pas beaucoup Il de doit y en séances en avoir VO, quoi. 2 grands max dans la journée, quoi. Ouais, mais deux, c'est beaucoup déjà. S'il y en a une déjà, c'est pas Ou mal. alors, faut Ouais, que ça c'est soit vrai. vraiment pas genre. Souvent, c'est ce qu'ils peuvent en VO, c'est souvent des trucs qui sont pas forcément des blockbusters, des choses comme ça. Mais souvent, Peut-être en plus, c'est des horaires à la con où tu peux pas forcément aller le voir, donc c'est un peu compliqué. Mais sur les plateformes, tout ça, les films, souvent, c'est en VO, ouais. Je sais pas, même sur les plateformes, ça dépend. Mais après, souvent, quand j'entends du bien de la VF, j'aime bien lui donner sa chance. Et même si
Que ce soit des Ouais. comédiens de doublage que je connaisse ou non, parce que parfois c'est bien aussi de connaître d'autres voix. Ouais, mais du coup, j'ai ça aussi, moi, avec la VF maintenant. Parce que ces dernières années, il y a un vrai truc de. Les Oui. comédiens de doublage sont devenus La preuve, extrêmement maintenant, ça connus. devient des invités réguliers aux conventions, par exemple. Et du coup, j'ai vraiment leur voix. Enfin, j'ai leur tête quand Ah j'entends non, leur mais voix, quoi. je comprends en vrai. Et je vois tous les autres persos qui doublent et tout. Et du coup, des fois, ça peut me Ça sortir dépend. du truc, selon le. Non, moi j'écoute, je pense souvent plus de la VF que de la VO. Et vous saviez que les bruits dans des films, ça a commencé à partir de 1927 avec le chanteur de jazz? C'est le nom du film? Oui. Ok. Je vais dire c'est un mec. C'est vrai que appeler un film comme ça avant qu'il y ait du bruit, c'est sûr que c'est compliqué. Parce que sinon, c'est vraiment juste un mec qui fait de la trompette, mais sans bruit, c'est bizarre. J'imaginerais mal un film sur de la musique muet, tu vois. Ouais, avant, il faisait de la... Enfin, j'avais genre un pianiste dans la salle et il faisait son petit air de piano en même temps que le film passait. Il y a d'autres moyens aussi. On a parlé des films d'animation, des films classiques, mais il y a aussi, par exemple, j'ai vu que pour Chicken Run, ils ont utilisé 2380 kilos environ de pâte à modeler pour faire le Ah, film. c'est la stop motion, ça. Moi, j'aime Et beaucoup ça, le c'est... stop motion. Wow. Oui. Chicken Run, pour le coup, le souvenir que j'ai, c'est que c'était littéralement le premier DVD que mes parents avaient acheté pour mon frère et moi quand on était petits. Et c'est vrai que assez jeune, j'avais un intérêt pour la stop motion parce que j'avais vu les deux courts-métrages Wallace et Gromit, puis un peu plus tard L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ce qui fait que ouais, Chicken Run, c'était quand même un souvenir un peu particulier, surtout que je l'avais revu un peu plus récemment à l'occasion de la sortie du deuxième film, et je trouve que l'humour fonctionne toujours autant. Aucun souvenir de ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé Chicken Run, mais je ne crois pas avoir vu le 2. Je l'ai vu. C'est à l'occasion de sa sortie, c'était vers les c'était vers les fêtes de Noël. Après, c'est peut-être parce que j'avais un peu trop d'attentes, parce que j'ai mis peut-être la barre très haute pour vis-à-vis du premier film. Il n'est pas mauvais, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Non, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait un deuxième. Est-ce que les films qui sortent que sur les plateformes, c'est du cinéma ou pas? Oui, Pour moi, oui. ça reste du cinéma. C'est Pour pas moi, dans un cinéma, mais ça reste, il y a quand même. Enfin, on va dire, dans le principe, ça reste du cinéma parce qu'il y a quand même. Il y a quand même le staff qui est le même que quand on tourne un film pour le grand écran au final. Oui, mais quand on dit cinéma, du coup, vous pensez juste à film de long métrage et pas à forcément le film sur grand écran. Moi, j'ai envie de dire, moi, une œuvre, tant qu'elle me transporte sur beaucoup d'aspects, Oui, oui, tout à fait. pour moi, c'est Non, du mais je suis d'accord cinéma, avec quoi. vous, mais c'est vrai que moi, j'ai plus de facilité à voir des films au cinéma que chez moi. Chez moi, je regarde beaucoup moins de films qu'au cinéma. C'est pas faux. C'est Après, pareil. Après, moi, c'est vrai que de base, pourtant, moi, j'aime beaucoup le cinéma, mais c'est vrai que je vais pas tant que ça au cinéma, mais en même temps aussi, je préfère y aller quand je me dis, je vais vraiment apprécier. Mais après, par contre, l'inconvénient des plateformes, c'est que je trouve qu'il y a tellement de choix que moi, je sais pas où me mettre, et donc du coup, je sais pas quoi regarder, donc je regarde rien. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses que j'ai découvert par ce moyen. Bon, il y en a eu parfois, par exemple le Chapeauté 2, dès que c'était sur Netflix, j'ai eu Super, le l'occasion Chapeauté 2. de le regarder et j'ai adoré. Donc. Très bon Ouais, antagoniste. j'ai préféré au premier. Bon, c'est pas compliqué, le premier film est clairement oubliable. Et c'est pour ça que personne s'y attendait à ce film, parce que personne n'avait demandé de suite, et pourtant le film est incroyable. Les chara-design étaient intéressants et puis même la personnalité des personnages était intéressante. Moi, ce que j'ai adoré dans le Chapeauté 2, c'est le méchant. Vraiment, il est très marquant. Le loup. Alors, ce qui est marrant avec le loup, c'est que je ne crois pas que c'est... On pourrait pas dire que c'est un méchant dans le sens premier Bah, du... c'est l'antagoniste du film, Oui, quand même. C'est l'antagoniste, ouais. mais techniquement, dans ce film, le vrai méchant, entre guillemets, c'est Jack Horner. Parce que, oui, le loup est un antagoniste dans le sens qu'il est contre
le chapeauter. Mais en vrai, quand tu vois les raisons pour lesquelles il le poursuit, bah, les raisons, elles sont tout à fait valables. C'est tout simplement, bah, il se Oui, fout de la gueule de la mort et donc forcément, bah, il est justement là pour lui rappeler, ben non, fais gaffe à ta vie, quoi. c'est justement ce qui en fait Mm. un bon méchant. C'est que c'est comme Thanos. Il fait beaucoup de mal, mais pour des raisons qui sont, si tu y réfléchis, louables. Mais il y a pas mal de films comme Ouais, ça où ils jouent sur cet aspect-là. Comme par exemple, il y a aussi Tenet. Pas vu. ouais, super Tenet. Et c'est marrant, ça s'écrit dans les deux sens. Mais, Comme par hasard. mais par contre, un truc que j'ai pas mal aimé dans Le Chapeauté 2, c'est juste parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Jack Horner, mais à l'ère où j'ai l'impression que énormément de méchants doivent avoir un background super profond pour, entre guillemets, justifier leur action. Là, je trouve que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un méchant qui est juste méchant parce que ça l'amuse, en fait. Bien sûr, les méchants qui ont des motivations, bien sûr que c'est intéressant, mais je trouve que des méchants juste pour être méchants, un peu unidimensionnels, tel un méchant Disney, bah, je trouve que c'est tout aussi intéressant à mettre en scène. C'est qui le plus grand méchant du cinéma pour vous? Ouf, question très compliquée parce qu'il y en a pas mal. J'aurais pas de nom. Il y en a, je veux dire, il y a plein de bons méchants, mais le plus grand méchant, je sais pas. Moi, je pense. Bah, après, ça vient d'un film qui peut faire polémique aussi, mais c'est Dolores Ombrage pour la banalité du mal. Je comprends. C'est vrai qu'elle, pour le coup, elle est méchante pour être méchante. Il n'y a pas de fond derrière. C'est de la Non. haine pure. On est d'accord. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de live action qui sortent, de trucs animés qui existaient déjà avant, pratiquement à Disney, voilà, des remakes mais en live action. Moi, j'aurais voulu savoir un peu ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez live action, enfin, voilà, un peu avoir vos avis là-dessus. Ben, moi, perso, je suis pas très fan. Parce que moi je trouve que quand c'est une licence ou en tout cas une œuvre qui marque déjà par sa patte, par exemple, par sa patte graphique, par son style qui est déjà particulier, si on veut essayer de refaire, enfin de ressortir une nouvelle version, je trouve qu'en fait ça perd un peu son charme originel. Alors moi déjà, ce qui est surtout regrettable sur ces remakes live action, bon, là on parle plus précisément de Disney, bah déjà c'est que très souvent, on va pas se mentir, il y a certaines choses, il faut se rendre à l'évidence, qui ne fonctionnent pas en live action, ou alors très difficilement. Et le problème c'est que bah, il y a certaines fois ça ne marche pas forcément. Et puis surtout, bah, que ce soit, je sais pas, des animaux qui parlent, bah, quand c'est un peu réaliste, bah, c'est un petit peu bizarre, surtout quand ils ont peu d'expression faciale. Mais puis surtout, ça montre encore une fois que, entre guillemets, pour être mieux considéré, il faut que ce soit du live action. Donc toujours, ça sous-entend que l'animation, c'est du sous-cinéma, entre guillemets. Il est quand même important de rappeler qu'un remake en soi n'est pas forcément mal. Il peut y en avoir des biens, mais juste si c'est pour refaire exactement la même chose que le dessin animé, bah juste autant regarder le dessin animé de base. Ouais, voilà, moi je trouve il faut que ça apporte un plus, un parti pris, une vision différente de l'œuvre originale, mais si c'est il y un a- copier-coller, c'est pas ouf quoi. Il y a forcément une vision différente, vu que c'est pas le même support. La vision différente, elle y est, c'est juste qu'elle vous touche moins. Mais est-ce que c'est pas parce que tous les live action que vous avez vus sont faits de films qui vous ont touché quand vous étiez jeune? Parce que les nouvelles générations qui n'ont pas vu La Petite Sirène enfant et que ça touche moins, le seul accès à La Petite Sirène ou au Roi Lion qu'ils ont, c'est les films live action. Est-ce que ça les touche pas plus eux que ce que ça nous touche nous parce que nous on a les références de l'ancien? Personnellement, j'en suis pas convaincu, mais après, tu as peut-être raison sur ce point-là. Dans ce cas-là, pourquoi pas montrer aussi les originales de l'époque où c'était en animation, pour qu'après, peut-être que les gens puissent faire la comparaison. Parce que les gens jurent Oui. que par un live action. Mais personne ne jure que par live action. Bah, puis surtout que pour le coup, moi quand j'étais plus jeune, moi j'ai bien regardé des Disney beaucoup plus vieux, donc
Après, faut pas être fermé d'office, faut laisser essayer d'être objectif et voir ce que ça donne, mais faut peut-être pas comparer tout le temps tout aux versions précédentes. Faut voir la qualité du nouveau film et oui, les détails changent. Par exemple, moi, il y en a un vraiment, moi, dans les annales des pires live action qui existent. Pour moi, c'est par exemple c'est Dragon Ball Evolution. Oui, mais ça, c'est pas parce que c'est un live action, c'est parce que le film est mauvais. Oui. Oui, pour le coup, C'est pas le fait que t'enlèves- ce soit un live action qui fait que c'est nul. Oui, bien sûr. C'est que le film est nul de Non, et base. puis surtout, il y a certains films qui reprennent très librement le matériau qu'ils adaptent, et pourtant, ça n'empêche pas d'en faire des très bons films. Genre, pour te donner un exemple, Men in Black ou The Mask, à la base, c'est adapté de comics, et pourtant, c'est des films cultes. Et pour rester sur les live-action Disney, un des premiers qui était sorti bien avant la mode qu'on connaît maintenant, il y avait eu une adaptation des Saints dalmatiens avec Glenn Close dans le rôle de Cruella, qui était sorti en 96. Bon, après, il y a peut-être aussi parce que j'ai pas grandi peut-être avec le dessin animé de base, donc je sais pas. Mais j'avoue, pour le coup, le live-action avait une plus-value, rien que... Bon, déjà, Glenn Close, qui en fait des caisses, c'est déjà à mourir de rire. Et puis même les petits ajouts qu'ils en ont fait, je trouvais ça intéressant. Et puis même le fait que les animaux ne parlent pas dans ce film, je sais pas, je trouvais que ça ajoutait quelque chose d'un peu différent au dessin animé de base. Donc, c'est pas les mêmes propositions. Voilà, ça, c'est pas les mêmes Donc, propositions. c'est juste mais- qu'il y a des films qui vous touchent moins, et il y en a qui vous touchent plus, mais ça, c'est pas parce que Voilà. c'est des live action que ça vous touche pas. Ouais, Oui, bien sûr il que faut non. que ça C'est juste qu'il y a des propose- films qui sont mauvais, mais ça, Oui, dans bien les sûr. remakes et dans les pas remakes, il y a des films qui sont mauvais. Oui, bien C'est- sûr, comme je disais plus tôt, il y a bien des remakes qui sont mis. Et puis il y en a même certains qui sont considérés comme mieux que l'original. J'ai une autre question. Enfin, ça suit un peu le même ordre d'idée. C'est est-ce que vous pensez que une adaptation doit être proche de l'œuvre originale ou pas? En fait, moi, je vois les films comme des œuvres d'art à part entière. Donc, même si partent d'un matériel de base qui existe, elle n'a pas forcément besoin de d'y coller et de rester proche de ça. Elle a le droit de partir ailleurs et de proposer autre chose. Après, si c'est bien ou pas, ça, c'est autre chose. Mais l'idée de s'éloigner du truc de base, c'est au contraire. D'où l'idée d'adaptation, quoi. Et puis surtout le principe, principe d'une adaptation, puis déjà passer d'un média à un autre, tu es obligé en fait d'opérer des changements parce que chaque média n'a pas du tout les mêmes codes en fait. Donc pour le coup, c'est complètement normal. Et puis surtout, je pense que si on si on prend uniquement la fidélité d'une œuvre pour juger la qualité d'un film, en vrai, il y aurait pas tant de films que ça qui seraient considérés comme de très bons films parce que des exemples comme ça, il y en a plein en fait. Tout à fait. Et ça peut être trop dense pour résumer un film. Ben, c'est souvent... Si on prend l'exemple des livres, c'est impossible de résumer un livre dans un film. Bien sûr. Enfin, oui, la plupart du temps. Il y a beaucoup trop de détails, mais donc en adaptation, tu perds forcément un truc, et tu gagnes aussi un truc qui est l'image, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. C'est vrai, par exemple, dans les Harry Potter, ils ont fait pas mal d'ellipses scénaristiques, mais pourtant, ça a apporté des bons trucs. c'est que des compromis, Bien sûr, l'adaptation. T'es obligé. Puis après, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu une œuvre de base et qu'elle est adaptée par la suite, moi, très souvent, quand c'est trop, trop ressemblant, ça ne m'intéresse pas parce que du coup, je sais ce qui va se passer. Du coup, je suis moins dedans. Donc, justement, moi, je trouve ça mieux, justement, que ce soit un peu différent parce que du coup, comme ça, mon visionnage de l'œuvre sera différent. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi des prix d'interprétation ou des choses comme ça? Parce que là, je sais qu'il y a Katharine Hepburn qui a reçu le plus d'Oscars, 4 dans sa carrière en tant qu'actrice. Oui. 4. Ouais. Pas mal. En France, il me semble que pour les Césars, c'est Isabelle Adjani. Si je me souviens bien, c'est 5. Si ma mémoire est bonne. Les prix, je dirais même en général, c'est un peu compliqué parce que je me rends compte que sur le long terme, je parle uniquement du long terme, il y a certains films
qui, même si ils ne fonctionnent pas au moment de leur sortie, peuvent avoir un second souffle dans quelques années. Il y a quelques films qu'on peut citer dans un cas comme ça, comme Fight Club, qui apparemment n'avait pas marché à sa sortie, mais qui est devenu culte au fur et à mesure des années. Et puis surtout, très souvent, les cérémonies de récompense, c'est quand même ils ont quand même une version très, comment dire, je dirais pas limitée, mais disons qu'ils n'acceptent que certaines catégories de films, alors que le cinéma, c'est quand même très très vague. Et puis je trouve, moi, c'est ce qui fait la richesse du truc. Et puis surtout, pour donner un exemple, Alfred Hitchcock ou Stanley Kubrick n'ont jamais reçu l'Oscar du meilleur réalisateur de leur carrière, et pourtant ils sont considérés comme les plus grands. Ah ouais, il a carrément filmé le truc sur la Lune. Non, mais c'est vrai que c'est une reconnaissance d'un milieu du cinéma sur des acteurs du cinéma, mais la majorité des films cultes n'ont pas de récompense vraiment. Hein. En fait, ça légitime pas forcément. Après, oui, je comprends ton point de vue, mais après, il y a aussi des films cultes qui ont reçu Tout à fait, le oui, plus de Bien prix. sûr, il y en a, Par bien exemple, sûr qu'il y en a eu. plein. il y a Ben-Hur, il y a Titanic, il y a Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui ont reçu chacun 11 prix aux Oscars aux années de leur C'est sortie. beaucoup. Hein. Oui, 11. En même temps, c'est quand même des gros films cultes. Oui, un peu, oui, beaucoup même. D'ailleurs, je me souviens très bien quand j'ai croisé Viggo Mortensen dans Avignon, c'était magnifique. Je recommande. Si vous deviez aujourd'hui recommander un film, ce serait lequel ? Un film qui nous a touchés à une époque ou même un truc qui est important d'avoir vu, on pense. Oui, ou quelque chose qui vous a juste Plus. marqué, Ok. un de vos films préférés, ça peut être... C'est vraiment une question très très difficile, mais je pense que je vais aller avec Le Hérisson. C'est un film sorti en 2009 et là justement ça parle qu'il faut pas juger trop vite les personnes car elles ont souvent ce sont des trésors cachés et donc c'est un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune et j'ai trouvé très beau et très poétique et vraiment ça m'avait touché à l'époque. Ok. Je sais pas, après j'ai pas vraiment de film à part, mais est-ce que si je parle de réalisateurs à regarder, moi je dirais les Hayao Miyazaki, parce que ça apporte une vision philosophique des choses, ça amène à beaucoup de réflexions, et c'est pour ça que c'est la de mes... Hayao Miyazaki, moi, ma porte d'entrée à l'animation japonaise, pour ma part. Aussi. Et T'en as pas un qui t'a plus touché que les autres? j'ai beaucoup... Même si c'est pas ton préféré, mais... je sais t'aimes pas, bien, je quoi. dirais Princesse Mononoke. Ok. Un classique, mais toujours efficace. J'en ai plein qui m'ont touché quand je les ai vus. Après, maintenant, est-ce que j'ai des... Je profite de ta réflexion pour dire d'autres films que j'ai adorés, mais ils viennent de Tim Burton, les films un peu plus anciens, et vraiment, ils sont vraiment extraordinaires. Big up. Après, je sais pas si c'est mes préférés, mais dans les trucs classiques, on en parlait tout à l'heure, mais Le Seigneur des Anneaux, en vrai, les trois, je pense que c'est quand même des trucs importants du cinéma et qu'il faut... bien sûr. Même s'il ne faut pas les avoir vus, parce que c'est pas grave, si on voit pas des classiques, c'est pas... C'est pas la fin du monde. Oui, voilà, Oui, il bien sûr. n'y a aucune obligation de voir des films, mais je pense que c'est bien de les avoir vus. En version longue, c'est pas mal. Je vais pas faire écouter ce podcast à tout le monde parce que j'essaye de convaincre des gens de regarder Le Seigneur des Anneaux quand ils l'ont pas vu. Ah, mais je dis quand même que c'est bien de les avoir vus, hein. Ouais. Même si c'est pas obligatoire d'avoir vu des films. Et que penses-tu du Hobbit? En vrai, c'était bien le Hobbit. Ça nous replonge dans l'univers, donc moi j'aime bien. Et que penses-tu de la série C'est pareil. Les Anneaux de pouvoir? Ça me replonge dans l'univers, moi j'aime bien. C'est pas parfait, mais en même temps, est-ce que... Rien Il y n'est a parfait beaucoup de de films toute qui Est-ce sont qu'il y a parfaits, non, vraiment pas un beaucoup. film parfait? Non, bien sûr que non. Le film dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Scott Pilgrim vs. The World. Alors, je préfère vous prévenir, le synopsis, je pense, va peut-être vous faire peur.
En gros, nous suivons donc Scott Pilgrim, qui est un jeune homme de 22 ans, un peu loser, chômeur, qui passe son temps, qui est bassiste, dans le groupe de ses potes. Et un jour, il fait la connaissance de celle qu'il considère comme la fille de ses rêves, Ramona Flowers, mais s'il veut pouvoir sortir avec elle, il doit vaincre ses 7 ex maléfiques. Mais je pense que ce qui fait le petit plus sur ce film, au-delà de ses références, c'est le film est avant tout l'histoire d'un pauvre type, pour rester poli, qui n'assume jamais rien. Cette histoire de Ramona et de ses ex, forcément, va beaucoup l'aider à assumer ses erreurs et grandir. On est pas mal. Oui. Merci pour ces recommandations. Toute cette discussion a été très intéressante parce que je suis assez néophyte, donc voilà, ça m'a fait plaisir d'en apprendre davantage. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce 2e épisode de Tempête de cerveau. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.